Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Votre émission que l'on pourrait qualifier de kélinothérapie de l'âme en cette journée internationale des câlins. Cette journée née aux États-Unis est partie du constat qu'entre janvier et février, nous vivons la partie de l'année la plus propice à la déprime. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'après avoir bénéficié de la chaleur humaine des fêtes passées en famille, un grand nombre de gens souffriraient d'un manque de contact émotionnel. Alors plutôt que de les laisser patienter jusqu'à la Saint-Valentin pour recevoir des marques d'amour, il serait donc bénéfique de nous encourager à libérer notre affectivité. Bon, j'espère que vous en avez profité pour prendre dans vos bras ceux que vous aimez et beaucoup d'autres encore aujourd'hui, parce que le câlin, ça nous rassure et ça nous apaise. Alors rien ne doit vous empêcher de serrer dans vos bras les personnes que vous appréciez au lieu de vous en tenir à la poignée de main ou à la bise machinale. Et lorsque vous rendez visite à une personne âgée ou malade, câlinez-la. Les personnes âgées comprennent parfois mieux une étreinte qu'un long discours et le contact humain a des vertus thérapeutiques. C'est particulièrement vrai pour les personnes âgées qui subissent une diminution de leur audition et de leur vision. Et puis si vous n'osez pas proposer un câlin aux personnes que vous appréciez, au moins optez pour le sourire qui est plus facile à offrir et n'engage à rien. Allez, la tendresse a des secondes qui battent plus lentement que les autres, remarquait l'écrivain Romain Gary. Alors nous allons tout faire ce soir pour irradier cette antenne de tendresse et vous câliner. Quentin et Corentin vous accueillent avec tendresse au 3921 et c'est le sourire aux lèvres que Fabrice Fougerose réalise cette émission. Venez chercher des câlins au 3921. Ici, on pratique le free hug. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Caroline. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Merci. Alors, vous souhaiteriez parler de votre vie amoureuse. Je trouve que c'est un bon thème pour la journée internationale du câlin. Vous tombez pile dans l'actu, comme on dit. Oui, je voulais parler, de ma vie amoureuse. Oui, de toute façon, ça porte là-dessus. Ouais. Déjà, je voulais partager une expérience que j'ai faite il y a à peu près 2 semaines. Je suis en psychothérapie et j'ai fait le rêve éveillé. Ah oui. Et depuis pas mal de temps, je le pratique parce que je trouve que c'est une réponse parmi tant d'autres pour évoluer dans le cheminement. Et j'ai trouvé que ça me débloquait, notamment quand je vous avais appelé au mois de mai, j'avais eu un problème au niveau du travail. Pendant 2 ans, je suis restée au chômage. Et il semblerait que le rêve éveillé m'ait débloqué pour trouver du travail. Et donc, je continue à pratiquer ça avec ma thérapeute qui ne m'impose rien. Quand je veux parler, on parle. Quand je veux faire un rêve éveillé, on le fait. Et donc, il y a 2 semaines, j'ai fait un rêve éveillé et qui semblerait avoir... ma psy m'a dit que ça avait atténué un traumatisme que j'avais eu à l'âge de 19-20 ans. Est-ce que vous pouvez raconter pour les auditeurs justement qui écoutent et qui ne connaissent pas forcément cette pratique, nous parler du rêve éveillé, comment ça se passe ? Alors, pour ma part, ça se passe, il y a tout d'abord, toute la séance porte là-dessus parce que ça dure assez longtemps. Et puis sur moi, ça marche très fort. Je suis pas quelqu'un qui me laisse suffisamment aller, mais là, pour le coup, j'y arrive. Et donc, on nous met dans une espèce de relaxothérapie. Et puis après, il y a une image qui vient. Une fois qu'on est bien relaxé, il y a une image qui vient et on se laisse aller à raconter ces images qui viennent. Et je crois qu'il faut vraiment lâcher tout. C'est vraiment du lâcher-prise. Donc, on raconte une histoire. Et en fait, on s'aperçoit que c'est quand même l'inconscient qui raconte beaucoup de choses. Et pour ma part, donc il y a 2 semaines, cet inconscient a rejoué un trauma que j'avais vécu à 19-20 ans. Moi, j'ai 47 ans. Et ce trauma aurait induit, mais ça, je viens juste de le découvrir, aurait en fait conditionné toute ma vie amoureuse d'après. Voilà.
Donc en fait, je me suis retrouvée toujours avec des hommes qui me considéraient comme un objet et non comme un sujet. Je me suis faite pas mal humilier. J'ai cherché des miettes d'amour, donc j'étais dans la dépendance affective. Et puis encore aujourd'hui, je suis là-dedans. Mais je constate. Alors ça m'a fait rire parce que j'ai l'impression d'aller dans tous les sens, mais avant de vous parler, avant que Corentin ou Quentin m'appelle, je ne me souviens plus lequel, j'avais relu votre introduction sur les vieux schémas, les schémas que nous avons et qui nous font souffrir, mais comme ils sont connus, oui. Une espèce de satisfaction inconsciente. Ça me parle beaucoup quand vous en avez parlé au mois de décembre, ça m'avait beaucoup interpellée. Mais là, je m'aperçois que entre se dire qu'on a été traumatisé, qu'il y a des schémas qui nous font souffrir et puis les laisser partir, c'est tout un monde, moi je trouve. Et aujourd'hui, je sens que quand il y a un homme dont le profil ressemble à celui dont j'ai conscience aujourd'hui, j'essaye de m'en détacher, mais il y a quelque chose qui accroche encore. Oui, il y a quelque chose comme quelque chose qui est réactif, en fait. Oui. Quand vous dites ça accroche encore, qui touche encore, ça touche encore. Oui. Parce qu'il y a sans doute, et c'est peut-être parce que le rêve éveillé, vous voyez, on est assez proche, et d'ailleurs les travaux du rêve éveillé sont proches de l'hypnose, sauf qu'il y a comme dans l'hypnose, un aspect dirigé, puisqu'on vous lance sur une piste et puis vous élaborez. Et là, c'est vrai que il y a quelque chose dans l'histoire amoureuse, même dans les scénarios qui se répètent, d'un projet qu'on devait mener à terme. Et en fait, c'est le deuil du projet qui compte pour lâcher. Quand vous dites il y a quelque chose qui se réactive toujours, c'est qu'il y a sûrement à l'origine, mais pas à l'origine du traumatisme, justement, pas forcément lié au traumatisme. C'est à l'origine de la décision inconsciente d'être avec cet homme-là, une forme de projet qui vous est cher. Et il reste, et il est à découvrir, parce que dans le trauma ou dans les histoires malheureuses que vous avez vécues, en fait, c'est comme si vous alliez vers le projet impossible. Mais alors, c'est quoi ce projet ? Ah oui, ce serait intéressant de le découvrir. Je sais pas. Parce que souvent, quand on est dans des histoires d'amour douloureuses, c'est qu'on a très généralement un projet de réparation ou un projet de construction, mais qui nous est cher et on ne se rend pas compte que l'autre n'est pas dans le même bateau, mais on prend tous les éléments qui nous permettent d'y croire, parce que ce projet-là est très fort. Alors souvent, le projet, d'aller le rechercher dans ses croyances sur l'amour, dans ses rêves d'enfant, dans la façon dont enfant, on s'est projeté dans la relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on a imaginé qu'on aimerait vivre ? Mais en fait qu'on ne va pas vivre ou qu'on va se retrouver en échec dans ce qu'on veut vivre parce qu'on est un peu tout seul. Un projet, c'est quelque chose à deux dans l'amour, mais quand on est tout seul dans un projet alors qu'on est deux, là, à ce moment-là, on se blesse, on se fait mal. Alors, c'est très marrant ce que vous dites parce que ma dernière grande histoire, c'est avec le papa de mon petit dernier. C'est un homme. Je voulais absolument que ça réussisse. Et donc j'ai porté toute seule le projet, au risque de l'emmener là-dedans parce que il y allait, parce qu'il voulait sans doute pas me perdre. Et de la même façon, moi j'ai tout porté parce que je voulais pas le perdre, mais on faisait pas les choses pour les bonnes raisons. Voilà. Et voilà. Et de la même façon, mon ex-mari. Le père de mes 3 premiers enfants, voilà, vous avez toute l'histoire. C'était de la même façon, je portais toute seule ce projet, toute seule. J'ai toujours porté ce projet toute seule. Alors, je ne sais pas, il faudra que je réécoute l'émission en podcast parce qu'il y a des choses qui me viennent, mais tout n'est pas très très clair quand on passe en direct. Oui, bien sûr. Ce qu'il y a, c'est que il y a une chose que j'observe aussi, c'est que quand je rencontre une personne, je la trouve intéressante, et puis je me fais tout un film, parce qu'il y a des petites informations que la personne me donne, auxquelles j'ai envie de croire, et puis en fait, dans les faits, je m'aperçois que la personne n'est pas comme ça. Elle donne l'image de quelqu'un de très bien, mais qui n'est pas si bien que ça, et d'ailleurs, personne n'est parfait, et je me dis, tiens, il y a un potentiel, et je vais m'accrocher, bien que la personne ne me convienne pas.
Ouais, ben là, vous avez absolument tout résumé, Caroline. C'est vraiment génial. Parce que c'est exactement ça. Et c'est, j'allais dire, relativement fréquent. Et quand vous dites, vous voyez, quand on dit, quand je rencontre une personne, je la trouve intéressante, je me fais un film, c'est qu'en fait, vous avez déjà le projet à l'intérieur, ce fameux projet dont je parlais. Et tous les éléments, un peu comme si à chaque fois qu'un élément arrive dans la discussion ou dans votre découverte, vous le rangez au bon endroit de ce projet. Et là, vous repartez en vous disant, bah, c'est super, parce que ça correspond. Et puis, une relation se noue, et puis vous allez le redéconstruire. Parce que comme l'autre est bien autre et différent, tout d'un coup, les différences vont apparaître. Et là, vous allez dire, bah non, bah, ça colle plus. Ça colle pas avec ça, ça colle pas avec ça. Et la rencontre, en fait, ne se fait pas parce que c'est pas la rencontre avec l'autre qui est différent, avec la découverte de l'autre, c'est la rencontre avec vous-même, en fait. C'est la rencontre avec votre projet, avec votre imagination, avec vos interprétations. Oui, mais c'est là où vous êtes toute seule. Oui, parce que la personne, elle collera jamais. Jamais. Ah non. Il y aura toujours ce scénario-là. Ou alors, ce serait créer une relation avec effectivement quelqu'un d'inconnu qu'on découvre sans le ranger quelque part, vous voyez, sans rien classer des informations, juste voilà, les accueillir pour ce qu'elles sont. Et puis petit à petit, raconter et échanger autour de ce qui vous anime en termes de projet amoureux et voir si ça rencontre le projet de l'autre. Et là, vous allez commencer à construire à deux. Mais là, vous faites coller une personne qui rentre dans une forme de quadrillage, de lecture. Et du coup, il y a un rapport de force. Forcément, bien sûr. Oui, forcément. Bien sûr, parce qu'il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, mais que vous voulez réussir. Et donc, vous passez un petit peu en force, puisque vous voulez que ça colle, et il y a une part qui vous échappe. C'est une réponse à une forme d'anxiété. C'est une maîtrise, c'est le danger de se laisser aller dans l'amour, parce que l'amour, oui, il y a un petit côté dangereux, dans le sens où c'est là où on laisse tomber des défenses, où on se laisse surprendre, où on va dans un pays qu'on connaît pas, un peu sans guide, voilà, sans le bon équipement quelquefois, enfin tout est découverte. Donc pour pallier à cet aspect un peu anxieux, on crée des cartes. A priori, pour dire maintenant je vais créer une carte, mais vous voyez, comme on dit en sémantique générale, la carte c'est pas le territoire. Et le territoire est bien plus vaste. Vaste sujet. J'ai pas tout. Enfin, j'ai compris en gros, mais il faudrait que je le réécoute. Vraiment, il faudrait que je le réécoute. Moi, je voulais juste vous parler du trauma que j'ai vécu, parce que je l'ai pas vécu comme un trauma à l'époque. Oui. Et puis, à force, je me suis aperçue que finalement, les mots m'avaient profondément marquée. Et avec le recul, je me dis, et pour cause. J'ai une relation avec mon père pas incestuelle, je ne vais pas dire incestueuse, incestuelle. C'est-à-dire que mon père n'a jamais su garder sa place par rapport à moi. C'est-à-dire qu'il portait sur vous un regard d'homme plus qu'un regard de père. Ah oui, nettement. Et de séduction. Il jouait avec sa séduction masculine envers sa fille. Oui, puis j'étais son faire-valoir, parce que sa fille, donc moi, j'étais très jolie, et il était très fier de moi, mais c'était toujours un peu un objet sexuel, quoi, qui mettait en avant, pas la beauté de sa fille en tant que père. Fier de vous avoir à son bras, comme si vous étiez un peu sa compagne. Et votre maman, là-dedans, elle était là? Ma mère, j'ai compris que ma mère, elle jouait le jeu, je pense. Oui, parce que vous la prolongez. Vous prolongez la beauté de la mère qui se fane, donc c'est très archaïque. Elle offre sa fille à son mari pour garder son mari. Ouais, je l'avais pas vu comme ça, mais il y a une chose. Oui, alors c'est bizarre, parce que ma mère a toujours été une femme, unique, enfant unique, et elle avait son père qui la mettait sur un piédestal. Oui, donc elle trouvait ça bien, elle aussi, c'était normal. Voilà. Et donc, à un moment donné, mon père, j'avais 19-20 ans, je vivais ma première grande histoire d'amour. Et d'un seul coup, il me prend à part, et puis il me dit, en gros, je vous la fais courte, il me dit, ta mère, de toute façon, il n'y a plus rien entre ta mère et moi, et ta mère n'est qu'un trou. N'est qu'un trou. Oula. Oui. Mon Dieu. Oui.
Alors moi, mes parents, je les mettais sur un piédestal parce que c'est le couple pour moi qui réussissait, qui s'entendait bien, et puis là il me dit ça, tout s'est effondré. Et violence dans la vulgarité, c'est épouvantable envers sa fille. J'ai trouvé ça. Alors en même temps, c'est très bizarre parce que j'ai trouvé ça comme un vrai cadeau qu'il me donnait parce qu'il me faisait une confidence, mais une confidence qui n'était pas de mon âge, enfin qui n'était pas. Et puis une confidence d'homme, mais une confidence d'homme. Une confidence d'homme, oui. Pas une confidence de père en plus. Et du coup, ma mère, j'ai été la voir et je lui ai dit, mais il faudrait que tu fasses des efforts. Enfin, moi, du haut de mes 19-20 ans, je me permets de donner des leçons à ma mère qui m'a remise en place. Ouais. Mais à partir de là, tout s'est dégradé. C'est-à-dire que ma première grande histoire d'amour que je vivais, c'était quelqu'un de bienveillant, c'était quelqu'un d'à l'écoute, de respectueux. Et la relation s'est dégradée, on s'est séparés. Et à partir de là, c'était un enfer. Voilà. Et c'est ce trauma que j'ai rejoué dans le rêve éveillé. C'est-à-dire la phrase du père. Oui, l'histoire. La scène, avec votre père. Oui. Enfin, il n'était pas là, mais c'était la petite fille que j'assassinais parce que j'étais très en colère contre elle. Et une espèce de... on m'a expliqué que c'était le complexe d'Oedipe, mais elle m'a dit ça va faire chemin. Et je pense qu'il y a quelque chose qui s'est joué là. Voilà. Mais moi, j'en vois pas tout de suite les effets. Je sais qu'il y a des choses qui bougent, mais je m'accroche encore à ce profil et pourtant je le rejette. Enfin, je le mets je le mets à distance. Oui, il y a dans la phrase de votre père quelque chose de terrible parce que pour une jeune fille de votre âge aussi, qui en plus se sentait à la fois adulée, mais qui sentait qu'elle plaisait au père en tant que jeune fille, en tant que femme, donc qui était dans la séduction. Et là, vous êtes happé là-dedans. Vous, à 19-20 ans, on peut pas. C'est difficile de s'affranchir de ça. Donc, vous permettez du coup de donner un conseil de femme à votre mère, pensant que c'est une bonne idée, mais en faisant ça, vous jouez un triangle amoureux très dangereux avec vous, pour vous. Et là, si vous voulez, le fait que votre père vous ait dit ça, peut-être, c'est une option que je vous propose, c'est que cette jeune fille de 19-20 ans s'est dit, pourvu ou j'espère que moi, je ne serai jamais ça pour un homme de toute ma vie. C'est-à-dire ce que me dit mon père là, moi je veux pas être ma mère, je veux pas être cette femme-là. Moi je serai une femme qui fera attention à moi, moi je serai une femme qu'on ne considérera pas et qu'un homme... Parce que le fait que votre père ose vous dire ça, c'est la possibilité pour vous dans votre devenir femme d'être aussi cette femme-là étant la fille de votre mère. Et donc il y a un combat du coup qui démarre sans doute à ce moment-là vis-à-vis des hommes, de dire il n'est pas question qu'on me prenne pour cette femme-là et je vais y être hyper vigilante là-dessus. Oui. Alors, je sais pas si ça vous parle après dans les histoires suivantes. Oui, ça me parle. Et donc tout homme qui s'approche de vous d'une façon peut-être soit, j'allais dire sur le mode de la relation d'objet, pas la relation de sujet. Or, elle existe cette relation d'objet dans la sexualité, par exemple. Elle peut, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas considéré comme un sujet par ailleurs, mais sans doute que là, c'est quelque chose qui, pour vous, est pas tenable. Non. Non. D'ailleurs, j'ai même rencontré, mon ex-compagnon était quelqu'un qui était dans le. Alors moi, j'y suis pas du tout, mais c'est bizarre les rencontres et comme je ne crois pas au hasard, c'est quelqu'un qui était dans le SM. Et moi, pour pas le perdre, j'ai essayé de rentrer là-dedans, mais dans mon histoire, c'était intenable, c'était insoutenable, c'était donc forcément. Alors c'est le paradoxe de la phrase de votre père, c'est que en vous disant ça, il crée à la fois le désir d'être ça et le refus de l'être. D'où, et on comprend très bien du coup le pourquoi de votre relation précédente, c'est que il y a, je veux, dans ce complexe d'Oedipe, en fait, il y a je veux être l'épouse du père, je veux aussi être comme la mère. Donc moi aussi, pardonnez-moi, je vais dire je veux être un trou. Donc moi aussi, je veux pouvoir avoir cette capacité-là, puisque en plus je séduis le père et en plus le père me trouve belle, donc forcément c'est ma place. Et en même temps, je ne peux pas parce que si j'ai cette place-là, déjà je prends la place de ma mère. Et en plus de ça, mon père me dit qu'il n'y a plus rien entre eux et que c'est dégradant. Donc, en fait, il vous a mis dans un paradoxe terrible. Une ambivalence totale. Ouais, dans une forme de contrainte. Je n'ai pas le droit d'être ça et en même temps en créant le désir d'être ça.
Alors justement, après, c'est chercher vraiment ce dont on a besoin, envie. Oui, alors effectivement, Et après, non, c'est pas facile parce que on a une histoire d'enfance ou de jeunesse avec effectivement, sur le psychisme d'une jeune fille de 19-20 ans, un événement comme celui-là, vous avez raison, bien sûr que ça crée un trauma. Et le travailler, le traverser, le comprendre tout ce qui se joue, c'est pouvoir aussi vous en libérer. Et à un moment donné, il y a de l'ordre de la décision de dire bon, ça c'est vrai, ça fait partie de moi ou de mon histoire, mais je ne suis pas condamnée à le rejouer, je peux prendre cette liberté. Et là, d'aller vraiment dans vos profondeurs pour découvrir qu'est-ce qui vous plaît, faire des expériences nouvelles en voyant là où vous vous sentez bien. Oui, mais malgré tout, je tombe sur des hommes qui vous ramènent au pouvoir, qui sont dans le pouvoir, qui sont dans la toute-puissance. Et forcément, j'arrive pas à m'expliquer d'ailleurs. Qui vous ramènent au père, très certainement. Ah oui, mais pourquoi ? Puisque j'essaie de m'en détacher. Oui, alors c'est quand on essaye, c'est quand on, oui, c'est pas d'essayer de vous en détacher, c'est laisser le temps et le travail vous en détacher, parce que quand on veut de la volonté, vous voyez, quand on met de la volonté à cet endroit-là, je veux plus, ou je veux. Quand je parle de la décision, ça se passe ailleurs en fait. C'est pas une histoire. La décision n'étant pas une histoire de volonté. La décision, c'est le projet. Je le place pas au niveau intellectuel. D'accord. C'est-à-dire qu'au fond de moi, je sens que je ne suis pas respectée, qu'il y a quelque chose qui va pas. Et quand vous parlez d'axe, là, ça a toute sa, ça a toute sa teneur. C'est-à-dire que quand je me sens pas dans mon axe, il y a quelque chose qui va pas. Je le sens maintenant. Je m'écoute davantage, même s'il y a encore du travail. Mais je vous dis, il y a encore quelque chose qui me pousse à dire, bien que ça n'aille pas, je continue. Enfin, je continue. Voilà. Donc il y a quelque chose à explorer. Vous continuez parce qu'il y a quelque chose encore à comprendre ou à découvrir ou à explorer. Oui, je pense, oui. C'est-à-dire que on continue tant qu'on estime, une part de nos estimes, tout ça n'est pas très conscient, qu'il y a quelque chose encore à trouver. Vrai, faux, on n'en sait rien, il n'y a pas de vérité en la matière. Mais on continue tant que quelque chose semble nous échapper encore et encore. Elle est là aussi, la répétition. Mais pour la lâcher, à un moment donné, il y a ça va, ça suffit. Voilà, la décision, elle est bon, c'est bon, j'en ai assez vu, j'ai compris. Oui, avec l'expérience, je m'aperçois quand même que quand on a lâché quelque chose, on ne se rend même pas compte. C'est-à-dire que ça vient à son insu. C'est-à-dire, on se dit, tiens, je le fais plus, je tombe sur d'autres personnes, mais ça vient longtemps après. Et c'est quand on est encore dans le dire, il va falloir que j'arrête ça. C'est que effectivement, comme vous dites, on n'a pas encore lâché, il y a encore quelque chose à explorer. Donc, je suis encore là-dedans, moi. Oui, en fait, vous voyez, quand je vous disais la décision, c'est pas la volonté, c'est que c'est pas l'exercice de la volonté qui a la manœuvre, je veux ou je veux plus. C'est la décision est ailleurs, elle est plus dans le désir. C'est je désire maintenant autre chose. Et vous avez tout à fait raison quand on fait un travail sur soi. Ce qui est très frappant et souvent d'ailleurs très très heureux, très particulier dans ce type de démarche, c'est qu'un jour dans une situation, on se surprend à dire ou à faire quelque chose en disant mais il y a encore X temps ou X années, j'aurais dit ou j'aurais fait ça. Et tiens, c'est extraordinaire. Voilà, cette scène, je la connais par cœur. D'habitude, je réagis comme ça. Et là, je réagis plus pareil. Et là, c'est youpi, quoi. C'est eureka. On se dit. Ou tiens, avant, ça me faisait mal et ça ne me fait plus rien. Oui, tout à fait. Oui, alors là, complètement d'accord. Donc le résultat n'est jamais là. Alors, il est là où on l'attend, certes, mais il est dans cette surprise. Il est dans le lâcher prise. C'est parce qu'on a accepté. C'est parce qu'on a accepté. Peut-être que vous vous battez encore beaucoup avec et c'est sans doute, j'allais dire, très normal puisque vous venez de le redécouvrir aussi. Donc c'est encore très très neuf là. Et donc il y a toute la colère que vous avez qui est normale. Et la colère, on se débat quand on est en colère. La colère et la peur et sans doute c'est qu'en traversant cette colère et cette peur que vous allez pouvoir lâcher. Mais pour l'instant vous êtes effectivement encore dedans. Et ça, voilà, ça a du sens
eu égard au réveillé que vous avez fait, qui a fait remonter ça. Donc il faut un peu de temps. Et puis souvent, en tant qu'être humain, on trouve le temps psychique un peu long. On dit oh là là, mais je mets du temps, je suis lent ou je suis lente. Mais non, c'est normal. Les transformations intérieures sont des temps très très longs. Oui. Et puis chacun son rythme en plus. Bien sûr. Et puis chacun son rythme. Mais bon, c'était très intéressant parce que en fait, il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent se dire mais elle fait une psychothérapie, pourquoi elle appelle Sophie en plus Mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'on a envie d'en sortir de ça, donc on a besoin de la vie et puis il y a des pistes qui sont intéressantes. Donc il y a des pistes intéressantes que vous m'avez proposées. Non, mais j'aime bien votre question et je pense qu'effectivement certains auditeurs doivent se la poser et ça ne vient pas, j'allais dire, empêcher ou s'ajouter ou encombrer un travail thérapeutique. Ici, c'est vrai que dans cette émission, que ce soit Caroline ou moi, on pourrait dire qu'on fait en forme un recadrage, on ouvre un peu une fenêtre, comme vous dites, on pose un regard, voilà. Ce n'est que le nôtre, mais c'est un regard qui peut vous permettre, d'entrevoir quelque chose et vous repartez riche de ce regard-là et vous en faites ce que vous voulez, mais on n'est pas ici, c'est vrai, en véritable travail. D'abord parce qu'on ne se voit pas à séance régulière et d'autre part, c'est un échange, j'allais dire, hors du temps, hors événement quasiment. Oui, non, vous ne remplacez pas la psychothérapie avec ces temps réguliers, ce face-à-face. Ce cadre très protecteur. Oui. Donc, non, mais c'est très, c'est très intéressant. C'est une petite lumière dans la nuit, voilà. Ouais, une petite lumière dans la nuit. Faut que je laisse aller et puis aussi je me retrouve un peu avec moi-même parce que, en plus, quand j'ai ce genre d'histoire, je me laisse complètement happer. Ça veut dire que tout ce que je vis autour de moi n'existe plus. Quand vous avez une histoire sentimentale, elle prend toute la place. Tout à fait. Et quand je lâche, je me ressens sur moi et ça va beaucoup mieux. Oui, ça c'est une histoire de gestion de frontières, Caroline. C'est où sont vos frontières? Et on sent que parce que le père... et ça, c'est dans toutes les problématiques, malheureusement, d'inceste, même les comportements incestuels, créent des problèmes de frontières. Il a dépassé la frontière. Oui. Il a abîmé, vous voyez, il a passé la ligne rouge. Et donc, quand on dépasse la frontière, pourquoi on abîme un enfant, une jeune fille, un jeune homme? Parce qu'on lui a, et c'est de l'ordre d'une forme de violation, vous voyez, du psychique. Je prends le mot viol. Pourquoi? Parce que là, on peut plus s'appartenir. Quand on est violé, on a été terrorisé et pris, on n'a plus d'appartenance avec soi. Et donc après, c'est tout un travail pour récupérer où est sa frontière. Surtout quand on est sans défense, innocent, enfant ou très jeune. Oui, parce que 19-20 ans, même si on est majeur, on reste quand même très jeune. Évidemment, et que les parents doivent d'abord assurer une protection, tant que l'enfant ne sort pas du nid, et que c'est un comportement destructeur qu'il a eu et pas protecteur. Ouais. Donc il a touché votre frontière et c'est difficile du coup dans cette infraction et effraction du père à l'intérieur de vous de trouver votre frontière. Ouais. Donc après c'est rebaliser son jardin et pour rebaliser votre jardin c'est mettre des panneaux d'indication, c'est vous n'avez pas à tout lâcher de vous dans une relation, sinon vous vous perdez. C'est normal après que vous ayez besoin de vous retrouver parce que vous vous êtes perdu. Ah oui, j'avais pas pensé à ça non plus. Voilà, plein de choses, il y a plein de pistes. Et puis dans l'image dans l'image du trou, vous me dites que vous vous perdez dans l'autre. Le père, il vous a happé là-dedans. Il a dû avoir d'autres comportements particuliers. Oui. Il y aurait une nuit entière. Mais c'est pour ça, je vous dis ça, Caroline, pour bien comprendre que votre travail, c'est de redessiner vos frontières parce qu'elles n'ont pas été respectées. Oui. Et oui. Et donc, ça prend du temps et de dire, non, là, on n'entre pas, là, je dois être respectée et je dois me respecter et me faire respecter. Puisque vous dites, ça fait vraiment écho à ce que j'ai vécu dernièrement. Il vous a pas respecté, ce père-là.
Pardon ? Il vous a pas respecté, mais c'est d'autant plus terrible, complexe et difficile que comme c'est un lien d'amour normal, vous, dans votre enfance, vous recherchez ces hommes qui vous respectent pas parce que vous continuez, parce que c'est la forme d'amour connue. Et c'est même celle rêvée d'une certaine manière, puis c'est celle du père. Donc il va vous falloir apprendre en tant que femme d'autres formes d'amour qui ne ressemblent pas à celle du père, qui est pourtant la scène originelle de votre amour. C'est toute une relation à l'homme. Je veux pas prendre toute l'antenne, mais j'avais une dernière chose à vous dire, c'est que moi je suis jumelle avec un garçon. Oui. La fusion, je l'ai toujours connue. Oui, c'est juste. Je suis née à 7 mois un quart parce que je suis prématurée et on m'a enlevée de ma mère parce que j'étais en chambre, pas en couveuse, mais en chambre chaude. On m'a séparée de mon frère et puis on m'a séparée aussi de mon frère à la sortie de l'hôpital 2 mois après parce que j'avais une jaunisse et tout ça. Voilà. Je pense qu'il y a aussi des traumas au niveau, des traumas. J'appelle ça des traumas parce que je pense qu'on ne tient pas assez compte de ça. Si. Les choses évoluent, Dieu merci, mais je pense qu'on ne tient pas compte de ça et que il y a aussi dans la relation amoureuse cette recherche de corps à corps, de fusion. Ah oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr, évidemment. Et ça, par contre, le lien avec mon père, j'arrive pas à le faire parce que certainement que ça doit s'en mêler un peu. Oui, mais ce que vous racontez sur votre naissance, c'est effectivement très important et ça détermine en partie aussi effectivement vos relations sentimentales, parce que la recherche de cette fusion de vous, toute petite bébé qui a souffert terriblement d'être abandonnée, arrachée à de l'affection, à un corps à corps. Donc vous étiez dans un corps à corps dans le ventre de votre maman. Et donc, dès que vous êtes en corps à corps, vous retrouvez ce moment-là qui était un moment béni de protection extrême. Donc, c'est le moment où vous finalement, comme si vous ressentiez que c'est là où vous êtes la plus protégée. Mais on n'est plus. C'est là aussi la prise de conscience qu'on a à faire dans une vie, c'est que c'est vrai qu'on recherche un moment du passé, mais on n'est plus cette personne-là. Elle est là, la distinction à élaborer psychiquement, à comprendre. Oui, bien sûr, tous on recherche quelquefois soit à rattraper, soit à revivre des choses de notre enfance ou des périodes qui nous ont manqué. Mais aujourd'hui, vous êtes une adulte et cette quête vers laquelle vous courez, c'est en faire le deuil, parce qu'elle n'est pas possible. Elle a été possible, c'est vrai, elle a fait partie de votre histoire, mais elle n'est plus possible. Oh oui, mais Sophie, c'est depuis peu que j'ai fait que j'ai eu cette prise de conscience. Oui, bien sûr. Après, il y a le travail de deuil, bien sûr. Mais déjà, il y a eu cette prise de conscience. C'est formidable, déjà. Oui, de reconstituer le pulse de votre histoire, parce que c'est là d'où on vient, et on comprend du coup où on peut aller. Voilà. Bon trajet à vous. Merci. Merci de votre appel, Caroline. Oui. Je voulais juste, moi, saluer quelqu'un, parce que la libre antenne, ça permet de faire des rencontres. Oui. Et j'en ai fait une le week-end dernier avec une femme formidable qui vient de Belgique. Elle s'appelle Anne-Marie, je voulais la saluer. Oui. Parce que, on s'est rencontrés grâce à la libre antenne. Sur la page ou par les messages, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et il y a une connexion, et cette connexion s'est bien faite quand on s'est vu de visu. Et voilà, donc... c'est une jolie histoire, c'est formidable. Oui, c'est une jolie histoire, parce que il y a des rencontres qui se font, et grâce à votre émission. Et voilà. On en est très heureuse, Caroline et moi. Et c'est vrai que la libre antenne, c'est une forme de communauté. On parle de communauté sur les réseaux sociaux. Mais il y a communauté à la radio dans certaines émissions, et celle-là tout particulièrement en est une. Merci à vous. Écoute, en tout cas, merci Sophie pour votre écoute et puis pour toutes vos introductions qui sont très riches. Merci Caroline. Merci. Bonne route à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Sophie. Bienvenue.
Merci beaucoup. Moi, j'ai la joie de vous reparler en cette année 2017. Bonne année donc. Oui, bonne année. Parce que je vous ai eu au téléphone fin août l'année dernière au sujet de l'altruisme. C'était être heureux quand même pour les autres, même quand on l'est pas forcément. Donc voilà. Donc je suis contente de vous parler à nouveau. Tant mieux. Et alors là, vous vouliez intervenir, Brigitte, autour de quel thème, quel questionnement plutôt? Alors en fait, j'ai entendu, et j'ai déjà entendu, et ces derniers temps, j'ai entendu quelqu'un dire, mais quand je pense à tout ce je vais parler, comment dire, un peu dans l'absolu, hein, à ce qu'ils ont fait pour elle ou ce que telle personne a fait pour elle. Et je trouve que c'est souvent une réflexion qu'on entend, que les gens voudraient avoir un retour conforme à l'idée qu'ils se font de ce retour comme une reconnaissance, quoi, et obligatoire. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'on ne sait pas, après tout, quand on a ce genre de réflexion, on ne sait pas ce qu'on donne aux autres. Donc on peut pas forcément dire, mais après tout ce que j'ai fait pour lui, vous voyez. Mais quand on fait ça, on se place en victime de l'autre. Oui, en même temps, oui. Enfin, il y a une sorte de. Puis, oui, c'est vrai. On se place effectivement. Ça, j'y avais pas pensé, mais. Oui, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même. Et donc, on est dans un rapport à l'autre de victimisation. Oui. J'ai été tellement gentille, j'ai été tellement aimante, j'ai fait tellement, de choses. Et toi, regarde ce que tu fais. Donc, il y a plein de, de choses terribles dans cette phrase. C'est violent. C'est très violent. Oui, parce que ça crée de la culpabilité chez l'autre. Oui. Ça rend obligé, hein. L'autre est votre obligé. Et puis c'est le côté, j'ai fait un placement en bourse et j'ai pas le retour sur investissement, ça va pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais je pense que même c'est d'une telle violence, et c'est très curieux parce que je l'ai entendu plusieurs fois, et c'est seulement ces jours-ci où justement ça m'a fait encore plus cet effet en entendant ça, mais c'est en entendant parler d'une situation familiale particulière, hein. Mais je crois que ça peut même contrarier un développement et assujettir une partie de quelqu'un, bien sûr. Et ça c'est absolument c'est affreux, quoi. Oui. C'est affreux. Alors, si d'ailleurs le thème vous intéresse et que vous avez envie de le creuser, Brigitte, je vous conseille alors vraiment un ouvrage de référence autour de ce thème. C'est celui d'une très grande psychanalyste suisse-allemande, Alice Miller, qui a écrit un livre qui s'appelle « C'est pour ton bien ». Et elle explique ce qu'elle appelle la pédagogie noire du 19e siècle, où les parents disaient mais je te dis ça c'est pour ton bien, tu fais ça, mais voilà, et qui était du formatage. Et donc ça part du même principe que après tout ce que j'ai fait pour toi. Et dans ce livre, elle détaille aussi l'enfance d'Hitler, et elle montre comment en fait par ce type de pédagogie on instille de la violence dans les comportements. Oui, de toute façon, on empêche un naturel de se passer, quoi. Enfin, on force, on force quelque chose qui n'est pas naturel, c'est ça. Donc c'est extrêmement violent. Moi, c'est ça surtout qui me frappe. Et du rapport de pouvoir, vous avez raison de le signaler, parce que c'est une façon d'avoir le pouvoir sur l'autre. En fait. Justement, c'est pas finalement tant le reproche, mais après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est une sorte de façon de dire que l'autre vous échappe, quoi. C'est une perte de contrôle sur l'autre, je dirais. Et finalement, c'est plus la personne qui le dit qui est oui, justement victime du fait qu'elle perd le contrôle sur l'autre, quoi. Oui, elles se sent victimes, mais en même temps, ça dit aussi toute sa façon d'aimer. Parce que de quelle façon ça pose vraiment la question du don, c'est-à-dire de l'acte gratuit. Quand on fait quelque chose pour quelqu'un,
Si on en attend, et c'est là où ça demande d'être assez clair, parce que c'est vrai que c'est très humain d'attendre. Enfin, on fait des choses, on a aussi besoin de reconnaissance, ça nous fait plaisir, ne serait-ce que, vous voyez, la formule de politesse, un merci. On est même éduqué à ça, on apprend aux enfants à dire merci quand on fait quelque chose pour eux. Donc, il y a ça d'une part, mais après ça doit. Après, si vous savez, dans la vie, souvent, c'est des histoires de curseur. Où est-ce qu'on place le curseur? Et si le curseur, il est placé trop en déséquilibre, c'est-à-dire que tout le mode de relation à l'autre n'est que faire plaisir à l'autre pour en obtenir finalement une satisfaction, souvent, les gens qui sont là-dedans cherchent du renforcement positif d'eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à s'aimer eux-mêmes ou à s'octroyer. Et donc, en faisant beaucoup de choses pour les autres, ça permet d'avoir ce retour qu'on n'arrive pas à se donner. Donc on le cherche en l'autre. Donc si l'autre ne le donne pas ou ne le donne plus, tout d'un coup j'allais dire la pompe s'arrête, que ça fonctionne plus. Bah on est furieux. Il y a une colère qui vient. C'est après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais quand même reconnaître. Mais et l'autre peut dire mais j'ai rien demandé. Non, mais tout à fait, en plus. Ben en plus, j'ai rien demandé, oui. Parce que vous, c'est ce qui vous arrivait dans votre famille, c'est ça, Brigitte? C'est-à-dire que... alors, moi, j'ai cette chance, c'est que il y a beaucoup de choses négatives qui me sont arrivées, mais c'est pas comme si je les avais oubliées, mais si vous voulez, pardon, j'ai l'impression d'avoir digéré. Mais je crois que c'est pas vraiment vrai, finalement. Je crois il y a des choses, quelquefois, qu'on devrait un peu travailler, parce qu'au fur et à mesure du temps, des fois, ça remonte. C'est vrai. Oui, c'est très juste. Mais selon du coup, les moments de vie. Je l'ai quand même entendu. Je l'ai quand même entendu sous la forme de parler d'ingratitude, ce qui est un peu la même chose. Un peu la même chose. Et du coup, pour le coup, non, moi, j'avais rien demandé non plus, parce que bon, j'étais en fait pas reconnue par ma maman, et du coup, j'avais été placée sous la garde de mes grands-parents. Et après, c'est un autre des membres de la famille qui m'a reproché finalement de ne plus avoir à un moment donné donné assez de nouvelles, etc. Donc, mais ce ne sont pas les gens qui se sont occupés de moi qui m'ont fait des reproches. Ce sont d'autres personnes, finalement, auxquelles j'avais pris la place un peu, je pense. Et c'était plus une question de jalousie. Mais comme je l'ai compris, si vous voulez, ça a un peu annulé cette réflexion, si vous voulez. Mais c'est vrai que c'est extrêmement désagréable. Et souvent, quand je l'entends, je dis même à mon fils en particulier, je dis, mais il me semble jamais ne vous avoir dit ça. Parce que c'est dur, quoi, comme réflexion, c'est vraiment très dur. C'est très violent. Ça signifie aussi que la personne qui le dit n'a pas pris, et c'est là où on retrouve la posture de victime, n'a pas pris la mesure de sa propre responsabilité et liberté qui vont avec dans le fait de donner ce qu'elle avait ou ce qu'elle a donné. Si des parents disent à leurs enfants, après tout ce qu'on a fait pour vous, c'est comme si ça ne faisait pas partie du rôle ou du métier de parent. Et pourtant, on va dire que si. Mais c'est une façon de dire, si, en fait, et donc ça figure des parents qui ne prennent pas leurs responsabilités face à des enfants, et qui ne remplissent pas leur rôle et qui se placent en victime, en fait, de leurs enfants. Donc, finalement, on a été obligé de faire ça pour vous. Sous-entendu, ça a presque été on n'avait pas d'autre choix que de le faire. Bah oui, on n'avait pas d'autre choix, mais enfin, c'est quand même eux qui ont, on va dire, décidé d'une certaine manière de mettre des enfants au monde. Donc, on prend la responsabilité de les élever. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, c'est vrai que la question que je me posais aussi, c'est, vous me donnez des pistes. Alors du coup, c'est vrai que c'est plus facile après de pouvoir dire aux personnes qui le disent peut-être de voir un peu les choses autrement, quoi, ou de se rendre compte de ce qu'elles disent, quoi. Déjà, ce qui est intéressant, vous savez, quand vous vivez comme ça une agression verbale, enfin dans la communication, demandez toujours à la personne qu'est-ce qui lui fait dire ça. Vous voyez, qu'est-ce qui lui permet de dire ça? Si on vous a dit après tout ce que, ou je sais pas quoi, tes grands-parents ont fait pour toi, etc. Dites mais sur
quelle base, à chaque fois c'est une opinion ou un jugement, ne pas prendre le jugement comme ça, ne pas rendre l'appareil en termes d'agressivité, juste simplement faire l'étonner et dire tiens, mais alors là, il va falloir des faits. Et c'est soit la personne botte en touche, c'est qu'elle n'a pas de faits, et là vous êtes renseigné sur le fait que c'est juste un jugement, soit elle a des faits, donc c'est sa perception, et là ça ouvre un dialogue, c'est-à-dire que si elle a peut-être des informations erronées sur vous, et c'est peut-être l'occasion de remettre les pendules à zéro, comme on dit, c'est-à-dire de pouvoir se parler et se dire ce qu'il en est. Donc ça peut être... Oui, vous en pensez quoi, vous, dans le cas? Effectivement, il faut trouver les mots, quoi. C'est pas le moment d'aller braquer les gens. Non, mais de dire, mais vous me dites ça, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous avez observé? Donc je découvre que vous pensez ça. Vous demandez juste de l'information supplémentaire. Donc si effectivement la réponse c'est de dire t'as plus beaucoup donné de nouvelles et ils étaient tristes, il n'y a pas de justification à faire. De dire je comprends mieux pourquoi vous estimez, mais vous pourrez pas changer. Vous pourrez pas changer ce point de vue. Et là, vous avez raison, peut-être une forme de jalousie. En tout cas, le point de vue leur appartient. Mais comme dit Marc, là, par SMS, intérêt et vanité ne sont pas de l'amour. Il y a Anthony qui dit qu'il vous comprend tout à fait, Brigitte. Anthony dit nos parents, moi, ma sœur et mon frère, ils nous ont culpabilisés de cette façon-là, en attendant de notre part un retour permanent. Oui. Mais justement, je pensais aussi que c'était un thème qui pouvait être intéressant à aborder, parce que je pense on l'entend souvent, ça, je crois. Oui. Et finalement, je crois que d'en parler comme ça à la libre antenne, certaines personnes qui écoutent l'émission se disent mais oui, au fait, et finalement, ça n'a pas lieu d'être. Oui. Du coup, ça peut leur permettre de se dire mais on va se débarrasser. Je vais me débarrasser de cette chose qu'on m'a mise sur le dos. Cette culpabilité. Alors, la façon de s'en débarrasser, c'est peut-être aussi, quand il s'agit d'une relation parent-enfant, de comprendre que ça traduit une forme de déception, d'amertume, de tristesse. Oui. Je prends un exemple, qui me vient, une maman isolée qui a plus assez de nouvelles de ses grands-enfants, par exemple. Ce sont des cas qu'on a quelquefois, et qui dit quand même, après tout ce que j'ai fait pour vous, je vous ai élevé, ou j'ai pris soin de vous. Et de pas prendre au pied de la lettre, juste de comprendre qu'est-ce qu'elle dit derrière ce mot-là. En fait, elle dit je vous vois passer, je suis triste, vous me manquez. En fait, vous me manquez. Aussi. Alors c'est aussi une forme d'amour. Mais pour le dire, au lieu de le dire en adulte, elle le dit en mode victime. Et voire un peu en persécution ou en bourreau, elle emprunte d'un jeu psychologique, parce que la personne n'est pas en capacité de dire son besoin. Son besoin, c'est j'ai besoin d'avoir plus de nouvelles, de vous voir. Mais comme elle n'arrive pas à assumer ce besoin-là, elle n'arrive pas à le dire, mais en fait vous me manquez, j'ai besoin de vous voir. Alors elle culpabilise, donc elle prend un détour pour signifier à l'autre, en fait vous me manquez, j'ai besoin de vous voir. Donc pour pas créer des tensions, des conflits inutiles. Alors c'est très dur à entendre en tant qu'enfant, parce que on prend ça dans la figure et on se sent tout de suite coupable et on a envie de se défendre en disant je suis très occupée, j'ai pas le temps, voilà. Mais juste de renvoyer, de dire je découvre et je comprends à quel point je te manque, à quel point tu n'as pas de mes nouvelles, et vous verrez que ce genre de choses peut tout de suite dégonfler un peu la tension qui commençait à surgir. Tout à fait. Et ce soir, il y avait donc sur une des chaînes, il rediffusait Au milieu coule une rivière. Oui. Et en fait, dans ce film, à un moment donné, donc le père dit quelque chose et il dit que il est vrai que soit que nous ignorons quelle part de nous donner, soit que la part que nous avons à donner ne convienne pas. Donc, en fait, je trouve que c'est intéressant dans la mesure où, quand on dit « mais tout ce qu'on a fait pour toi », finalement, c'est ça, c'est que ce qu'on donne des fois non plus ne convient pas. Donc, il ne faut pas le reprocher. Oui, voyez, on n'a pas eu la rencontre. La rencontre, c'est pas fait. C'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, et c'est très bien dit. Donc, je voulais souligner ça parce que c'est magnifique. C'est vraiment magnifique et j'encourage tout le monde. Il existe sur Internet, on peut le retrouver. Mais c'est assez.
c'est assez joli, quoi. Ouais, ça me donne envie de le voir parce que je l'ai pas vu, Brigitte. Ouais. Oui, et si en cherchant sur Internet, vous pouvez le retrouver, parce que ce fameux texte. Et j'aime beaucoup ce que vous dites là parce que en tant que parents, c'est vrai qu'on donne une part de nous-mêmes et on pense donner la meilleure de soi d'ailleurs. Mais on fait du mieux qu'on peut. Bien sûr, et quelquefois ça ne rencontre pas le besoin de l'enfant comme une forme de malentendu. Et puis il y a un enfant donc on comprend pas le mode d'emploi où on se dit et c'est souvent dans les crises d'adolescence ou plus tard où on se dit mais on n'arrive pas quoi. Il y a quelque chose qui et là il faut beaucoup de tolérance aussi envers soi. C'est-à-dire on ne s'est pas trompé, on n'a pas trouvé, mais on a toujours le temps de trouver avec de l'amour. Oui. Si on se dit simplement à quel point on aime cet enfant. Que j'ai justement avec mon fils, c'est qu'on arrive vraiment à parler. Et je lui disais récemment justement que j'étais inquiète et il a fini par me dire mais si t'es inquiète c'est ton problème. Et en fait c'est vrai que j'aurais pu mal le prendre et du coup je me suis dit mais il a raison. Si je m'inquiète c'est mon problème à moi. Oui, c'est un peu violent mais oui. Oui mais quelque part je me suis dit mais effectivement ça vous a interrogé. Mon inquiétude. Bon c'était un autre sujet mais en tout cas ça m'a fait très plaisir de parler avec vous. Aussi. À nouveau. Moi aussi. Et puis, la prochaine fois que je pense à quelque chose d'autre. D'accord. Mais n'hésitez pas. Merci pour vos interventions, Brigitte. C'est passionnant. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne nuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'est la libre antenne qui se poursuit en direct et avec vous, une émission, votre émission, que l'on pourrait qualifier de câlinothérapie de l'âme en cette journée internationale des câlins. Alors, on fait tout ce soir pour irradier cette antenne de tendresse et vous câliner. Quentin et Corentin vous accueillent avec tendresse au 3921 et c'est le sourire aux lèvres que Fabrice Fougerose réalise cette émission. Venez chercher des câlins au 3921. Ici, on pratique le free hug. 3921, je vous écoute et je vous réponds. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir Sandrine. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. Je ne sais pas trop comment. Je suis un petit peu, on va dire, émue. Je ne sais plus par où commencer. C'est voilà, c'est ça. Oui. Je crois que vous vouliez nous parler d'une histoire que vous avez actuellement avec un homme et qui paraît un peu compliquée pour vous dans ce que vous vivez. Même beaucoup. Beaucoup même. Ouais. Et j'aimerais savoir si c'est si je dois, on va dire. J'ai déjà mon idée, mais j'ai besoin d'en parler en fait parce que c'est moralement très difficile. Oui. Et j'ai vraiment envie de me séparer, donc on ne vit pas ensemble. Donc j'essaie de résumer un petit peu, parce que ça va être très très long. Donc j'ai rencontré cet homme sur un site internet, que je n'étais pas du tout site internet. J'étais séparée donc du papa de mes enfants 2 ans avant. Et entre-temps, j'étais pas prête à avoir quelqu'un. Et puis on m'avait dit d'aller sur Internet parce que je suis quelqu'un qui sort pas spécialement beaucoup, mais je suis prof de danse. Donc je vois beaucoup de monde, mais après, une fois que je suis à la maison, j'aime bien de rester tranquille. Ouais. Donc j'ai voulu essayer. Et au bout du 2e jour, je suis tombée sur quelqu'un qui, alors physiquement, était quelqu'un qui me correspondait. Donc, on a échangé, on va dire, pendant environ 2 bonnes semaines. Et ensuite, il m'a téléphoné. Alors, on a échangé au départ par message. Et ensuite, il m'a téléphoné. Donc, au téléphone, super bien. Une belle voix, très gentille, très calme, très posée. Ce qui me gêne un petit peu, c'est que j'aime les hommes en général plus mûrs ou dans le même âge que moi. C'est-à-dire que j'ai 39 ans. Donc, quand je l'ai rencontré, j'avais 35.
36, pardon. Et et lui, donc là, il a 35 ans, donc il a 4 ans de différence. Donc c'est pas énorme, mais bon, moi, c'est vrai que j'avais besoin. Pour moi, mon idéal, c'était un homme plus mature. Et donc il m'a dit, mais ça veut rien dire, effectivement. Donc après, on s'est rencontrés environ 1 mois et demi. Donc voilà, j'ai ouvert la porte. Ça a été encore le choc. Comme si je le connaissais, c'était le coup de cœur. Mais pour moi, le coup de cœur tout de suite. Mais je ne lui ai pas montré. J'étais quelqu'un de distante. Voilà, il m'a parlé de lui, il m'a parlé de sa famille, etc. Donc, dès le départ, c'était le prince charmant que j'ai cru. Et donc, tout s'est passé, on va dire que pendant 3-4 mois. Donc, la relation continue. Toujours bien, mais j'avais senti en lui un goût d'alcool. Alors quand je dis d'alcool, c'était bière ou rhum. Pourtant, je suis pas du tout dans l'alcool, mais le rhum, je connais un petit peu parce que mon ex-mari buvait du rhum. Et ça m'a fait un petit peu... je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais... est-ce que tu as bu? Il m'a dit oui, j'ai bu un apéro, donc après j'ai pas trop tilté et son comportement était normal. Et ensuite, on va dire 6-7 mois après, il est arrivé un petit peu en retard et j'étais un petit peu surprise parce que moi, quand je dis un petit peu, il avait quand même presque 2h30, 3 heures de retard. On habitait lui à 150 km quand même de chez moi, donc j'étais un petit peu en souci. J'arrivais pas à l'avoir au téléphone et donc en fait il s'est fait retirer le permis parce qu'il a roulé très très vite et il a bu, bref. Et là c'est là qu'il a commencé à me cacher qu'il avait des problèmes avec l'alcool. Donc là déjà ça m'a un petit peu interpellée. Mais je me suis dit allez, c'est pas grave, etc. Et puis après, par la suite, toujours dans le mois qui venait, il m'a mis une gifle. Mais pour rien, je sais plus ce que je lui avais dit, mais rien de méchant. Et là, il m'a mis une gifle. Et là, j'ai vraiment pas compris. Il s'est mis à pleurer. Il m'a dit, excuse-moi. Il est parti dans des conversations que je ne comprenais pas par rapport à son ex-copine, par rapport à son fils, à plein de choses. Et ben moi, j'ai eu mal au cœur. Et je me suis dit, le pauvre, je vais l'aider. On va dire, le pauvre. Oui. Et le jour-là, il était vraiment pas bien. Oui, voilà, j'ai voulu le sauver et parce que j'étais vraiment amoureuse. D'apparence, franchement, c'était quelqu'un qui était posé, quelqu'un de charmant, quelqu'un qui était très, qui pouvait pas faire de mal, quoi. Et quand il m'a mis une gifle, il avait quand même beaucoup bu le soir-là. Je sais que mes enfants n'étaient pas là encore, heureusement, et je l'ai trouvé vraiment, mais vraiment pas bien du tout. Donc là, j'ai voulu appeler quand même le 15, je crois que c'est le SAMU, parce que j'ai trouvé ça bizarre. Il était vraiment presque même par terre, au sol. Et avant, je pense que j'aurais rencontré quelqu'un comme ça, j'aurais appelé le 15, il serait parti en ambulance et jamais j'aurais dit allez, salut. Et tout de suite, on m'a dit, j'ai expliqué qu'il m'avait giflé, etc. On m'a dit, il faut pas le reprendre. Et moi, il pleurait, s'il te plaît, le lendemain. Donc, je suis allée et j'ai voulu le sauver. Et en fait, pour vous résumer, donc au départ, c'était excuse-moi. Ensuite, il a été en cure, il a été, voilà. Je lui ai donné de l'argent. Je l'ai aidé sur beaucoup de choses. Effectivement, j'ai pas, on va dire, voulu vivre avec lui. Parce que il n'a pas été correct avec mes enfants. Il n'a pas été, pas tapé. Attention, pas être violent, on va dire physiquement, mais verbalement, je trouve qu'il a été quand même agressif. Et j'ai pas apprécié du tout. D'ailleurs, j'avais stoppé la relation pendant 1 mois. Il s'est excusé, donc il est venu avec des fleurs, il a fait des choses, mais je disais waouh, c'est pas possible. Je dis bon, allez, je vais le reprendre. Parce que voilà, il y avait des belles choses encore et en fait, j'arrivais à oublier les mauvaises choses. Voyez. Et au fur et à mesure du temps, parce qu'il a perdu tout, son travail, il a perdu le permis, et c'était un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, j'avais toujours mon travail. Et j'avais le projet, donc, parce que lui, il voulait à tout prix habiter avec moi au bout d'1 an. Et suivant son état, il buvait beaucoup moins.
Mais un coup il était bien, un coup il n'était pas bien, et il y avait quelque chose je me sentais pas tellement bien. Donc j'ai dit non, je vais encore attendre. Et au fur et à mesure qu'au départ, avant d'acheter une maison, je voulais louer une maison pour voir un petit peu. Et chaque fois qu'une maison ne me plaisait pas, il se mettait en colère après moi. Et quand je dis en colère, c'était vraiment en colère. Hein. C'était viens ici, il me prenait par le bras. Ça a été vraiment, on va dire, des actes vraiment très, très agressifs. Après, pareil, il s'est excusé, donc je l'ai repris. Donc, et ça a été, en fait, au fur et à mesure du temps, il me culpabilise. Maintenant, c'est de ma faute, tout le temps. Tout ce qui lui arrive, oui. Ouais, tout ce qui lui arrive, c'est de ma faute. Puis après, il dit non, excuse-moi, c'est pas de ta faute, mais tu comprends pas. C'est tout le temps, j'ai pas compris. Ouais. Alors, en fait, il a trouvé une nouvelle astuce, en fait, pour pas boire. Pour pas boire. Chez moi, il n'y a pas d'alcool. Ouais. Donc, pour pas qu'il soit agressif, maintenant, il part. Mais le problème, ça peut pas tout le temps. Il arrive un moment, on peut, dans une vie de couple, on peut pas. Mais moi, je vois pas la vie de couple. C'est très très fatigant et puis c'est pas normal. Je rentre du travail et on sait pas comment il va être. Un coup, il va être bien. Puis un coup, là, il va pas bien. Oui, vous pouvez pas construire avec quelqu'un qui est dans cette instabilité permanente. Ouais. Alors, je voulais vous demander, est-ce que cette personne, on peut la changer? Non. On peut changer personne, aucune personne. La personne peut se changer elle-même, on peut se transformer avec du travail, une volonté de s'en sortir. Mais vous, non. Vous ne pouvez rien faire. Voilà, parce que moi, justement, parce que plus j'en fais, alors maintenant, je m'éloigne beaucoup plus, parce qu'avant, c'est vrai que je pouvais pas, pendant 2-3 jours, je pouvais plus pas l'appeler. C'était maintenant, j'arrive presque maintenant à plus l'appeler du tout. Il me manque plus comme avant. Il y a plus, j'ai l'impression que c'est pas d'amour, en fait, c'est de la possession. Et moi, j'ai besoin d'être rassurée, vous voyez, pas quelqu'un qui va pleurer. Alors après, on a tous nos soucis. Mais il est indépendant. Oui, mais vous voyez, Sandrine, il est dans une situation de dépendance avec l'alcool. De la même façon. Il rejoue la même scène avec vous, il est en dépendance sur le plan affectif. L'alcool étant son symptôme. Vous me dites qu'il a fait des cures, mais que ça n'a pas tenu, donc. Il a fait avec moi, hein, parce que j'étais pas au courant d'avant. Avec moi, il en a fait 1 mois, tout au début que je l'ai connu. Il a fait 1 mois parce que c'est moi qui lui ai demandé, et je ne savais pas du tout qu'il était agressif au départ. Hein. Au départ, je me suis dit, il a un problème d'alcool. Bon, c'est pas grave, je vais être avec lui. Je ne savais pas du tout ce que c'était l'alcool. Le contexte, parce qu'en fait, c'est épuisant, quoi. Bien sûr. C'est épuisant, physiquement et moralement. Il nous fait, même à mes enfants, il nous fait du mal parce qu'un coup il est là, un coup il n'est pas là. Oui, mais ce qui compte, Sandrine, c'est quel effort il est prêt à fournir pour avancer et pour se séparer de son addiction. C'est-à-dire quel effort il est prêt à fournir pour se soigner. Il y a qu'à ça que vous pourrez avoir vous pourrez savoir si cette relation peut durer ou peut repartir. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus rien à, parce que je lui ai déjà posé la question, je lui ai dit écoute, il faut après, moi de ce que j'ai vu en cure, quand il n'a pas de problème, c'est-à-dire en cure, on le materne. C'est-à-dire il a des médicaments. Il a des activités, etc. J'ai trouvé que, par contre, en cure, il est bien. Et dès qu'il sort de cure, j'ai l'impression que dès qu'il y a, vous voyez, des mauvaises nouvelles, il a du mal à gérer tout ça. Oui. En fait, il est malade. Oui. Je m'aperçois que bien psychologiquement, il est malade et ça se voit pas physiquement. Je vous promets, ça se voit pas du tout. Et je me suis dit, mais pourquoi je l'ai pas vu avant? Alors, en plus, ce qui est, j'allais dire, très délicat, et je comprends que vous ayez commencé votre témoignage en parlant en disant moralement c'est très difficile, parce que vous voyez quelqu'un malade dans la détresse et se dire, je peux pas abandonner quelqu'un de malade. La particularité avec l'alcool, c'est le danger de se noyer à deux. Et c'est à part des médecins, des centres d'addictologie, c'est-à-dire vraiment des gens formés pour ça, vous n'êtes pas de taille à le soigner. C'est pas. Non, j'ai compris. Voilà. Oui, Et au départ, on se dit bien sûr, par amour, avec sans le juger, tout ce que je vais faire, je vais le sortir de cet enfer en fait.
Mais il y a vraiment il y a un côté Jekyll et Mr Hyde dans les gens alcooliques, et donc vous voyez par moments un gentil visage et vous dites bah oui, ça vaut le coup, et puis tout d'un coup vous voyez l'autre partie sombre, et là c'est plus possible. Voilà, c'est ça, vous avez tout à fait raison. Et je me pose la question parce que en fait, donc c'était mercredi, je suis rentrée du travail. Et donc, comme lui en ce moment il ne travaille pas, il a perdu son travail, donc il n'a plus de permis, donc c'est pas évident. Donc il a les clés de chez moi, et donc il peut venir quand il veut. Et donc il nous prépare à manger, tout ça. Puis j'étais super contente. Je dis c'est agréable d'arriver et puis que le dîner soit prêt. J'étais j'étais agréablement surprise. Surtout qu'il fait très bien à manger. Et donc là, quand je lui ai dit en rigolant, tiens, je vais t'embaucher pour me faire la cuisine, mais vraiment en rigolant, pas méchamment, il a rien dit, il m'a rien dit, il m'a fait un petit sourire, on a mangé tranquillement avec les enfants. Ensuite, les enfants se sont lavés, ensuite je les ai mis au lit. Et puis, arrivé le soir, il m'a dit, on va regarder un petit peu la télévision, donc je vais prendre ma douche, et ensuite je vais m'asseoir à côté de lui, sur le canapé. Et je voulais lire mon livre, parce que c'est très rare que je peux lire un petit peu, mais à côté de lui. Et là, tout de suite, il a été agressif, il m'a dit, oui, tu t'occupes pas de moi, et je suis tout le temps avec lui, tout le temps. Et il me fait des scènes, et il me dit, tu comprends pas, je vais pas bien, et je ne sais pas pourquoi il va pas bien. Alors, Oui, mais lui, alors, c'est normal. Vous dites, je comprends pas pourquoi il va pas bien. Vous pouvez pas comprendre pourquoi il a besoin d'alcool pour aller bien. Lui-même, d'ailleurs, ne le sait pas. Lui, renoncer à boire, c'est renoncer à quelque chose qui, justement, le tient aujourd'hui en équilibre. Une forme d'équilibre complètement précaire, mais en tout cas, il peut pas s'en passer. Donc, c'est là où vous ne pouvez pas, rentrer dans son histoire. Et même, ce serait un trop grand risque pour vous, de toute façon. En fait, j'ai voulu essayer, alors pas mercredi, mais j'ai voulu essayer avant, et ça tournait très très mal parce que, en fait, quand il est dans l'alcool, vraiment fort, fort quand il boit, on va dire 2-3 bières, et après s'il y a quelque chose en fait qu'il n'est pas bien, ça l'a travaillé, parce que c'est quelqu'un qui rumine beaucoup, donc c'est pour moi. Et il a besoin d'alcool pour oublier. Et pardon, et vous lui avez dit? Alors en fait, pour moi, je lui ai dit qu'il était malade psychologiquement. Et là, il n'a pas aimé. Non, j'allais vous dire non. Et c'est pareil, un alcoolique, vous pouvez pas le mettre en face de lui-même. Ça ne sert à rien de dire à un alcoolique, t'es alcoolique, il faut que tu ailles te soigner. Par contre, il le sait. Excusez-moi, il le sait. D'ailleurs, il m'a dit, oui, je sais que je suis malade. Et il essaie de se soigner lui-même, parce que il tremble, et après, il a des coups de poignard, je sais pas quoi, il m'a dit partout. Mais je lui ai dit que c'était pas bon. Non, mais bien sûr, mais il le sait que c'est pas bon, et il sait très bien qu'il se détruit. Mais essayez d'imaginer qu'en fait, lui ne peut pas faire autrement que ce qu'il fait pour quand même aller bien, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Parce que alors je dois faire quoi, moi? Mais rien, vous ne pouvez rien faire. Juste lui dire que pour vous, vous ne pouvez pas continuer de relation tant que lui ne se soigne pas. Vous ne pouvez pas le soigner. C'est ce que je lui ai fait. Vous pouvez lui donner éventuellement des adresses de centre, c'est-à-dire être là en termes éventuellement de support, mais vous ne pouvez pas ni le soigner, ni lui demander de se soigner, ni qu'il le fasse pour vous. Alors, quelquefois ça peut être une aide, mais en général, vraiment, ce qui est important, c'est que ça vienne de lui. Ah oui, mais la bonne question, c'est que je lui ai expliqué que là, parce que il veut à tout prix vivre avec moi, il veut à tout prix. Alors, comme dit Christiane, il faut qu'il décide de se changer. Ah non, pour lui, il veut pas changer. C'est à moi de changer. C'est ce qu'il me dit. C'est moi qui dois changer. Quoi, de vous mettre à boire? Non, mais je plaisante. Mais voyez, ça n'a pas de sens. En fait, il veut même choisir, vous savez, mes amis, parce qu'en fait, j'ai des amis qui sont qui viennent plus à la maison. J'ai des enfants qui viennent plus à la maison parce que j'ai beaucoup d'enfants de mes enfants, beaucoup des amis de mes enfants sont petits, ils ont 11 ans et 6 ans, mais c'est vrai que le week-end, le samedi ou des fois le mercredi après-midi, on a des fois, j'ai des copines de ma fille qui vient de temps en temps, ou de mon fils.
Et depuis qu'il y a mon compagnon, ils viennent plus parce qu'ils n'aiment pas. Il est agressif. Ouais. Oui, et puis même ce que disent des auditeurs, c'est important. Voilà, il faut que vous pensiez quand même à protéger vos enfants et peut-être aussi que voilà la rupture avec son ex était peut-être liée d'ailleurs à un problème d'alcool. Alors oui, effectivement, pas problème. Oui, il y a eu problème d'alcool. C'était problème d'alcool aussi. Donc c'est pour ça que j'ai une question parce que là j'ai demandé à avoir une psychologue pour moi bien parce sûr. Que j'ai un problème. Oui, j'ai un problème, je pense, et encore aujourd'hui d'être gentille, trop, pas naïve, mais comment dire, à vouloir tellement. Je vois pas de mal en fait chez les personnes. Je vois pas de mal, je pense pas que... Mais il n'y a pas du mal à voir, il n'y a pas quelque chose qui le fait mal. Il est en souffrance. Mais quand quelqu'un vous dit qui vous traite de tous les noms parce que en fait il a décidé de partir, parce qu'il m'a dit ramène-moi, donc je l'ai ramené, puis à ce coup il veut revenir le lendemain, j'ai dit c'est pas possible de vivre comme ça, je dis après il faut que tu te soignes, après on verra. Et il veut pas, et après il me traite de tous les noms, comme quoi je l'ai manipulé, comme quoi je ne l'aime pas, comme quoi... Et après tout ce que j'ai fait... il arrive un moment, je dis je suis épuisée et si par exemple je vais lui dire que je suis malade ou que je suis pas bien, que je sais pas, que j'ai envie de vomir, c'est très rare, mais c'est arrivé il y a pas longtemps, il s'en fout, c'est que sa petite personne, c'est que lui. Et vous voyez, et ça je comprends pas, moi je sais pas. Mais parce qu'il est incapable de s'occuper de vous, il est déjà incapable de s'occuper de lui-même. D'accord. Et si je romps? Est-ce qu'il va être agressif? Parce que j'ai un peu peur. Oui, il est très agressif. Oui, il risque de l'être un peu parce que il y a aussi quelque chose qui vous tient un peu aliéné à lui, c'est que vous savez aussi que d'une certaine manière vous êtes tout pour lui. Et donc souvent dans ce type de relation avec quelqu'un qui est sous alcool, on est très lié comme une forme d'aliénation parce que vous êtes aussi dans le problème. Il vous a mis dedans. Il vous rend même en plus, j'allais dire, responsable. Donc vous avez encore plus envie d'y apporter une réponse pour ne pas ressentir la culpabilité qu'il essaye de vous faire ressentir. Donc vous voyez, l'engrenage il commence déjà pour vous. Donc vous, attention parce que vous commencez à être en danger. Il y a Sylvie qui dit il va vous isoler pour mieux vous posséder. Voilà, courage fuyons, dit un autre auditeur où il l'emportera dans son gouffre. Qu'à-tout que cette jeune femme mette fin à cette relation. J'ai l'impression de vivre une histoire. Ma jeune sœur est morte sous les coups de son conjoint alcoolisé. Il y a Sophia qui dit on boit pour oublier, puis on oublie pourquoi on boit, c'est juste. Et Blandine dit laissez tomber cet homme, vous me rappelez ma fille qui voulait sauver son amie qui buvait, qui a fait des cures, elle croyait le changer, peine perdue, ça a très mal fini. Oui, c'est pour ça parce qu'il m'a fait des menaces et effectivement il veut qu'on s'éloigne. En fait, il m'avait dit qu'il voulait, si vraiment je le laisse tomber, qu'il voulait me kidnapper, etc. Donc au départ, j'ai pris vraiment ça pour la rigolade. Et parce qu'à tout prix, il voulait à tout prix qu'on s'en aille très très loin. Il voulait à tout prix là qu'on parte. Et moi, je lui ai dit non, il comprend pas pourquoi je veux pas partir avec lui parce que quand on s'aime, on part, etc. Et moi, je lui ai dit, quand on s'aime, on part, mais il faut être rassuré, quoi. J'ai dit là, pour l'instant, je suis pas du tout rassurée. Oui, mais vous lui demandez, attention Sandrine, à chaque fois que vous êtes en relation, en contact avec lui, vous êtes en train de lui faire une forme de proposition ou de lui parler de vos besoins, donc vous continuez à lui faire croire et à lui dire que les choses sont possibles. Oui, on peut partir, mais j'ai besoin d'être rassurée. Tant que je suis pas rassurée, on partira pas. Oui, parce que je crois qu'il va changer. Non, et oui, pas. Mais non, il changera pas. Et surtout, il vaut mieux que vous alliez vers la vie pour lui donner peut-être envie d'aller aussi vers sa vie à lui, en tout cas vers la vie, parce que là, il est dans la destruction. Oui. Donc, plus vous allez être libre et plus vous allez aller vers votre liberté, plus vous pouvez devenir un exemple. C'est la preuve par l'exemple. Mais pas rentrer dans l'aliénation dans laquelle il est en train de vous mettre, parce que là, vous êtes véritablement en danger. Et surtout que, comme vous continuez à y croire, vous dites oui, pourquoi pas, ou un jour peut-être, à condition de... La condition, vous voyez bien qu'il ne s'engage pas dans la condition. Oui, voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai dit oui, pourquoi pas, il y a environ à peu près 2 mois. Maintenant, à l'heure actuelle, même si c'est proche, à l'heure actuelle, je m'aperçois, c'est pour ça que j'appelle. Et c'est pour ça que j'ai demandé à une psychologue pour en parler, parce que j'avais vraiment besoin de me dire. Oui. C'est important parce que j'ai besoin de me faire suivre. Bien sûr. Que toute seule je pourrais c'est pas que je pourrais pas parce que je pense qu'être forte
Non, mais vous êtes prise dans il boit, je le sauve, qui est qu'on retrouve toujours dans les relations sentimentales avec quelqu'un qui est alcoolique. Hein. Donc, plus il boit, plus vous tentez de le sauver, plus vous échouez, plus il boit. Enfin, voilà, c'est un aller-retour constant. Là, vous prenez des séances régulières avec la psychologue que vous voyez sur le sujet, parce que vous allez avoir besoin d'être soutenu en plus là, maintenant, vraiment. Oui, alors simplement une question, c'est que après s'il devient très très agressif, c'est-à-dire à venir devant chez moi, je dois faire quoi? Vous déposerez une main courante, voilà. Il y a des forces de police faites pour ça. D'accord, très bien. Mais oui, là, il faut que vous preniez vraiment cette histoire comme quelque chose de très sérieux pour vous. Si vous voyez qu'il a des comportements qui vont pas et qui viennent devant chez vous, faut pas qu'il ait les clés de chez vous, par exemple. Peut-être, je sais pas, vous verrez, en fonction de son comportement, s'il vous faut vous protéger, faudra que vous preniez les mesures de protection, parce que tant qu'il vous a, et c'est ça malheureusement j'allais dire la plus grosse difficulté, c'est que tant que quelqu'un qui est alcoolique trouve des complices, c'est-à-dire des gens qui rentrent dans son jeu en voulant le changer à sa place, c'est-à-dire que tant que vous voulez le sauver, lui, ça lui évite d'avoir besoin ou envie de se sauver. Il n'est pas face à lui-même. Vous existez et ça lui permet de continuer. Donc il a besoin de se retrouver seul, malheureusement, et c'est pas une histoire morale, pour comprendre que voilà, sa vie va venir par être en miettes, et pour se décider à changer quelque chose. D'accord. Parce que tant que vous êtes là, vous le tenez en fait. Il va pas se donner les moyens de se sauver lui-même. Tant qu'il y a quelqu'un qui veut le sauver à sa place. Oui, que c'est vrai que quand vous parlez de tout ce qui est force de l'ordre, j'ai déjà fait appel à cause de lui. Avant, j'avais jamais eu de problème au niveau de la gendarmerie, et plusieurs fois on m'avait déjà dit de le quitter. Et j'étais fait intervenir, on va dire 3 ou 4 fois. Et la dernière fois, on m'a dit mais j'étais plus crédible parce que je le reprends à chaque fois. Et oui. En plus, c'est intéressant, vous avez dit plusieurs fois le même mot, Sandrine, vous dites je le reprends, comme si vous... comme quelqu'un que vous mettez dehors, que vous reprenez comme un objet. C'est pas un objet. Alors voilà, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, il m'a dit, tu m'aimes comme un objet. Et c'est pas vrai, je ne l'aime pas comme un objet, mais c'est-à-dire que quand je dis je le reprends, c'est parce que, c'est une bonne réflexion. C'est parce que je crois tellement en lui, on va dire, d'un côté, parce que vous voyez, pour moi, il y a un côté... Mais vous le maternez, je le reprends. Vous le maternez comme un enfant que vous auriez mis à la porte et puis à qui vous rouvrez la porte. Vous le maternez. Oui, parce que quand je vous parle d'objet, vous le maternez, mais tant que vous le maternez, lui, c'est une forme de confort dans sa précarité, mais une forme de confort. Il se permet aujourd'hui de vous culpabiliser. Pourquoi ? Parce que ça lui évite de se responsabiliser. Plus il vous culpabilise, moins il se responsabilise. Donc c'est tout bénéfice pour lui. Parce que l'alcoolisme, c'est une déresponsabilisation de soi. Hein. On fuit la responsabilité d'être dans l'alcool parce que c'est trop douloureux. Alors certes, c'est ça qui est très triste et c'est ça qui est si difficile. Et c'est ça qui fait de la peine. Comme ça, hein. Il me rend pas négatif, mais je me dis, je pleurais souvent, je me dis mais c'est pas possible quoi. Donc en fait, mon idée, on va dire de rompre. Et par contre, c'est vrai que j'ai un peu peur. C'est le après. Oui. Parce que dans ces mots, après il y a tout calme, puis d'un seul coup, 5 minutes après, parce que je réponds plus à ses appels, mais par contre il laisse des messages, et j'entends au niveau de la tonalité de la voix, un coup il va être très très agressif et énervé, et d'un seul coup il va pleurer, il va me dire s'il te plaît réponds-moi, j'aime tout calme, et puis après il va commencer à me faire des menaces, je te préviens, et là je me dis il serait capable de quoi, et il touche tout ce qui, en fait ici mes points sensibles. Oui, c'est là où vous avez besoin d'être aidé sur le plan psychologique pour comprendre, comme vous dites, il touche tous vos points sensibles, donc il vous tient. Et donc vous êtes en lien. Et vous êtes un peu prisonnière. Et maintenant vous avez peur. Et la peur est aussi une forme de lien et d'emprisonnement. Donc tant que
donc là, vous avez vraiment besoin que quelqu'un vous aide à comprendre ce qui se passe et à sortir de ça, et ça va vous aider aussi, vous, à faire d'autres rencontres qui seront meilleures pour vous, je vous le souhaite en tout cas. Ah oui, de toute façon là, on va dire que je suis mieux toute seule que mal accompagnée, mais simplement cette relation n'est pas normale pour moi, quoi. Donc non, mais la question c'est pourquoi vous avez tant tardé et vous tardez tant à prendre la décision de l'arrêter. Parce qu'en fait, il m'offrait une vie de famille. En fait, il était très... il m'offrait une vie de famille. Il faisait la cuisine, etc. Oui. Pas le fait de faire la cuisine, non, pas ça, mais le fait d'être avec des enfants, oui. Voilà, avec un papa. Parce que le papa de mes enfants, il n'est pas présent. Oui, mais quel type de papa vous offrez là à vos enfants ? Alors, bonne question. Il était très bien. C'est quelqu'un qui est très patient, qui est très mais quand il est pas bien, oui, effectivement, il y avait. Ouais. Je suis d'accord. Il y a Juliette et Marie qui disent qu'il y a une association pour les proches des personnes alcooliques à Lannon. Voilà. Oui, je me suis déjà renseignée. D'accord. J'ai un rendez-vous avec eux là début février. Ah, très bien. Très bien. Oui. Bon, parce que Marie dit, j'en ai eu une expérience très salvatrice. Bon, formidable. Je vois que Sandrine, en tout cas, que vous prenez votre courage à deux mains et c'est effectivement pas facile du tout ce que vous vivez, mais voilà, vous allez aussi apprendre sur vous et en sortir plus forte. Mais c'est vrai que vous passez un cap vraiment, vraiment délicat et difficile pour vous. Oui, surtout que après qu'il soit malade, c'est une chose, mais c'est les mots, c'est les actes. Je me dis, il n'y a pas que moi. Il y a mes enfants. Quoi. Bien sûr, et ça peut vous aider à prendre cette décision. Alors, en tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Voilà, je m'en veux un petit peu parce que mes enfants. Non, mais ça y est. Mais oui, mais regardez pas le passé, regardez devant. C'est tout de suite maintenant. Donc comme ça, vous vous en voudrez pas. En tout cas, je remercie aux auditeurs et puis à vous de m'avoir. Bon courage, bon courage, Sandrine. Je vous embrasse. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sophie Peeters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Bonsoir Pauline. Oui, allô, bonsoir. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Je vous entends plus. Ah, ça y est, voilà. Vous êtes à l'antenne, tout va bien. Bonsoir, merci de prendre mon appel. Je voulais réagir d'abord premièrement au premier témoignage, je crois que c'était de Sandrine qui était intervenue par rapport à sa relation compliquée aux hommes. Caroline, le premier témoignage. C'était Caroline, pardon, excusez-moi. Et finalement, celui de Sandrine qui vient de raccrocher, j'ai trouvé des similitudes aussi et je voulais témoigner de cette ressemblance-là de mon histoire à moi. Dans mes histoires amoureuses en général, j'ai souvent affaire à des hommes toxiques, je vais dire. Je suis en psychanalyse moi-même et puis je peux pas analyser, mais je peux déjà mettre des mots sur mon mal, si c'est un mal. C'est que j'ai eu un père assez violent, moi aussi, qui m'a maltraité physiquement, moi et mes sœurs, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, et que probablement il y a un lien avec ça. Et je trouvais des similitudes aussi dans mon histoire avec celle de Sandrine et son compagnon alcoolique. Moi, j'ai eu récemment un compagnon avec qui s'est terminé depuis 5 mois, qui avait plusieurs addictions comme ça. Alors pas aussi totales, mais des penchants pour l'alcool, pour la domination, l'autorité, la violence verbale, et puis la possession, jalousie excessive. Et ce que disait Sandrine, c'est que c'était épuisant et invivable. Et puis des comportements difficiles, notamment avec ma famille aussi, quand ça n'allait pas bien. Et c'est ce qui a fait que je suis partie. Un comportement qui a débordé vraiment. Et puis j'essaye de comprendre pourquoi je vais vers ces hommes-là, sachant que moi je suis pas trop de nature comme ça. Au contraire, même je suis plutôt douce, on va dire. Il en faut pour sauver des hommes comme ça. Oui, c'est ça. Pour penser pouvoir les changer, c'est que vous pensez avoir tout ce qu'il faut pour les aider et les changer, leur apporter tout ce que vous êtes. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure à Sandrine, c'est que je me suis rendu compte que c'était pas dans mes capacités et que c'était pas à moi de le faire. Voilà, et que c'était. Donc, je me suis une énième fois cognée contre un gros mur qui fait très mal, qui fait mal encore parce que je crois que je l'aime encore.
Petite différence, c'est que je voulais dire à Caroline que elle avait l'air de s'inquiéter de pouvoir jamais s'en sortir. C'est que je crois que si, et que même si elle va rencontrer encore des choses, des histoires douloureuses, c'est aussi ces échecs-là qui vont lui apprendre des choses. Et qu'au final, je lui souhaite, et j'en suis persuadée, elle trouvera le compagnon qui va lui convenir. Oui, et quand vous dites je l'aime encore, est-ce que vous savez ce que vous aimez en lui ou en vous, ou de la relation, ou comme on disait avec Caroline, du projet? Vous voyez à quoi ça ressemble quand vous dites je l'aime encore? Oui, alors moi, parce que je crois que je suis en analyse et je peux comprendre des choses, je crois que je suis addict à ces hommes-là. J'ai besoin de cette violence-là, et je le sais d'autant plus que j'ai rencontré un autre homme récemment qui est absolument son contraire, qui est une douceur magnifique. Et vous vous ennuyez? Oui, malheureusement, je m'ennuie et je suis désespérée parce que c'est quelqu'un qui est formidable. Mais il a plein de choses à vous apprendre, cet homme-là. Oui, mais je n'arrive pas à tomber amoureuse de lui. Oui, mais laissez-vous faire. Restez un petit peu dans la relation. Parce qu'en fait, parce que vous, votre croyance et votre vécu de l'amour, c'est l'attention, c'est la passion, c'est les cris. Parce qu'effectivement, vous vous sentez exister. C'est l'endroit où vous vous sentez existante, avec aussi beaucoup de consistance. Et comme vous dites, moi je suis un peu douce, et que vous rencontrez quelqu'un qui est un peu sur le même tempo que vous, ça vous anime pas, vous vous ennuyez parce que ça vous réveille pas, c'est pas waouh. Mais dans le waouh, qui est le waouh passionnel, dans celui-là, on se détruit, on se blesse, on perd des plumes. Alors, soit de deux choses l'une, vous voyez, soit effectivement, parce que pourquoi pas, quand je suis en train de vous dire ça, effectivement, vous pourriez tout à fait dire, moi, en amour, j'ai plutôt besoin de vivre en pleine tempête. Je vais prendre la mer que j'aime bien. Voilà, moi, je suis un marin de l'amour, ou plutôt une navigatrice de l'amour qui n'aime que quand il y a du gros temps, que quand il y a de la tempête, que quand le bateau il est sans dessus dessous, quand ça cogne, quand je me bats, parce que là j'aime vraiment la voile. Mais quand la mer est plus calme, quand le bateau file droit et vite, mais en fait je m'ennuie, j'ai pas de plaisir. C'est pas la même navigation. Et pourtant, si je reprends ma métaphore de marin, là, dans la navigation par un temps où en tout cas la mer est moins démontée, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus précis. On n'est pas en lutte, on est en précision pour gagner en vitesse, pour gagner en fluidité. Donc c'est d'autres choses que vous allez apprendre dans cette relation. Alors c'est une sorte de sentiments que vous ne connaissez pas, ou de relations amoureuses que vous ne connaissez pas, mais c'est vous qui voyez, bien sûr, mais de rester un petit temps, en tout cas dedans, pour voir qu'est-ce que je vis, c'est de quel ordre ce que je vis. Est-ce que je vais prendre goût à cette mer un peu plus calme, à ces paysages plus élaborés, parce que pendant qu'il y aura du calme là, ça va créer un vide. Chez vous, en tout cas, un vide d'amour. Je suis en plein dedans, Bon, et dans ce vide-là, c'est là où il se passe des choses. C'est dans le manque. C'est dans une forme de frustration. C'est dans l'espace. C'est dans le temps. Alors que, en fait, vos anciennes relations, elles saturaient le temps et l'espace. Un peu comme on parlait d'alcool tout à l'heure avec Sandrine. C'est une drogue dure, la passion. C'est une drogue dure parce qu'elle vous éloigne de vous. Et vous croyez vivant parce que vous êtes en dépendance, mais ça sature tout, le temps, l'espace, l'esprit, tout. Mais dans une relation plus apaisée et apaisante, alors il y a de la place pour autre chose, mais autre chose qui parle de vous là pour le coup, Pauline, c'est-à-dire autre chose à vous que vous allez devoir y mettre. Ça va pas être le sauvetage d'un homme complètement en vrac, mais ça va être Pauline elle-même qui va devoir y mettre des choses d'elle. Oui. Ça va être bien différent pour vous. Et peut-être plus dangereux. Oui, j'ai l'impression que c'est ça en ce moment. Ce que je crains beaucoup, c'est malheureusement, j'ai peur de ne pas tomber amoureuse de lui et de devoir le lui annoncer. Lui est très amoureux. Ça fait combien de temps que vous êtes en relation? Dure depuis combien de temps là? Avec ce nouvel homme, ça fait 1 mois seulement. Oui, bon. Alors en fait, vous n'en savez rien. Oui.
vous croyez, d'accord, oui. Oui, qu'est-ce que vous avez besoin Est-ce que, alors, on va pas dire je suis amoureuse, je suis pas amoureuse. Est-ce que les moments que vous passez avec lui sont des moments agréables? Eh bien, oui, oui et non. Oui, c'est-à-dire? Bien oui, parce qu'on parle beaucoup, on a beaucoup de points communs en littérature, en philo. Donc voilà, beaucoup d'échanges, oui. Oui, vraiment beaucoup de points communs. On rit aussi, mais moi je ris beaucoup moins qu'avec mes anciens compagnons, mais il y a beaucoup d'écoute, d'attention, de respect. Mais il y a de temps en temps des choses qu'il fait où je le trouve moins viril. Mais c'est un mot que j'aime pas beaucoup dire, mais j'ai fait le constat de ça, je le trouve moins viril parce que moins violent, calme, et plus de féminin. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de féminin, ce qui est génial, mais ça me fait pas d'électricité. Hélas, je suis désespérée parce que je comprends pas que je puisse être comme ça. En fait, j'ai attendu cet homme-là toute ma vie. Le voilà vous avez besoin que l'amour fasse mal, vous fasse mal, pour vous sentir femme, pour vous sentir exister. Et ça, c'est une tendance lourde d'ailleurs dans la société d'aujourd'hui, avec un regain de machisme par endroits. Et ça interroge beaucoup d'ailleurs sur quelle femme êtes-vous, quel type de femme aussi avez-vous envie d'être. Parce que cette femme, quand vous parlez de virilité, donc ce que vous associez à une certaine forme de violence, alors que la virilité n'est pas là, elle est dans la protection et la sécurité et la puissance, la puissance masculine, qui est une puissance forte et stable. Mais là, vous l'associez à quelque chose de dur, de difficile, voire de douloureux, voire de maltraitant. Et ça interroge sur quelle femme j'ai vraiment envie d'être. Oui, je m'étais pas posé cette question-là. Il serait bon que... Est-ce que j'ai envie d'être la femme qui accompagne un homme qui me domine? Est-ce que j'ai à ce point besoin d'être dominée? Est-ce que j'ai peur moi-même de dominer? De quelle force vous voyez, quelle est la force qui est en vous dont vous avez peur? Parce que de la force, vous en avez, vous êtes capable de supporter qu'un homme vous maltraite, donc il y a de la force, et vous voulez sauver ceux qui vont mal, donc il y a un projet de sauvetage, et là voilà un homme qui a l'air de rien vous demander du tout, juste de vous aimer, et là ça pose plein de questions, c'est tiens, il y a quelqu'un qui m'aime. C'est-à-dire que tant que vous vous battez pour être aimé, ça vous va bien. Vous avez l'impression d'en faire quelque chose, quoi. Ça doit se gagner. Vous devez agir et vous battre et être, et voir si vous n'allez pas perdre cet amour. Mais là, il y a quelqu'un qui vous l'offre. Et là, vous dites, mais attends, moi, je sais plus quoi faire de ce cadeau-là. Oui, c'est vraiment ça. Parce que quand vous me parlez, vous voyez, d'échanges, d'éléments qui sont le fait de couples qui tracent la route. Faut pas s'ennuyer intellectuellement avec son compagnon. Quand je dis intellectuellement, vous voyez, avoir en tout cas partager des goûts, des conversations. Vous voyez, rien de pire que ces couples qu'on va au restaurant qui n'ont plus rien à se dire. Bon, on n'a pas vraiment envie de vivre ça. Donc bon, vous avez plein de discussions, ça a l'air d'être intéressant. Est-ce qu'il vous plaît aussi physiquement? Oui. Un peu moins que les autres. Un peu moins que les autres, oui. Ouais. Oui. Parfois, je le regarde, je le trouve sublime, et puis de temps en temps, plus du tout. C'est vraiment. Il vous fait pas souffrir, alors c'est compliqué pour vous. Oui, c'est ça. Il vous fait pas souffrir. Alors vous êtes un peu perdu. Ce que vous connaissez bien, c'est les hommes qui vous font souffrir. C'est le manque. Oui. C'est quand je suis loin de lui, où est-ce qu'il est, je suis persuadée que quand vous le voyez pas, il vous manque pas. Oui, non, là, ce qui m'étonne aussi, c'est qu'il me manque pas, non. Non, mais quand vous êtes avec lui, vous êtes quand même bien. Je suis bien, oui, je suis bien. Je sais que c'est la paix, qu'on va pouvoir faire ce qu'on... Et Pauline, et si ça, bon, c'est encore trop tôt, moi c'est rien, mais et si ça laissait augurer pour vous d'autres développements possibles? Parce que s'il est là dans votre vie paisible et présent et solide, on va faire, je fais une hypothèse, parce qu'on n'a pas tous les éléments, ça va vous laisser, vous, une place pour d'autres énergies, d'autres territoires, d'autres choses à développer de votre personnalité. Oui. Créatrice, j'entends inspirante.
Alors ça peut être dans votre métier, sentimentalement des projets, mais quelque chose qui soit rien qu'à vous. Parce que dans les autres relations, vous étiez tout à eux. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce qui vous restait à vous? Oui. Peu de choses, oui. Peu de choses. Là, ça laisse un territoire libre pour vous-même. Oui. Avec un compagnon de route et quelqu'un qui vous apprécie. Ce serait intéressant d'ailleurs de voir qu'est-ce qu'il voit chez vous. Alors, s'il a l'air très amoureux et qu'il vous parle, de quelle façon il vous parle de vous? Qu'est-ce qu'il aime en vous? Qu'est-ce qui vous renvoie comme image de vous? Oui. Ça aussi, ça va être une information intéressante pour vous. Oui, c'est vrai. Mais je vous sème le doute, hein. Non, c'est juste que je crains vraiment du coup de faire ce chemin avec lui et puis de me rendre compte que finalement l'amour n'est pas là et de le briser, quoi. Je serais pas. Et de lui faire du mal à lui. Oui, je comprends. Oui, je comprends, c'est honnête ce que vous dites, bien sûr. Mais est-ce que vous pensez que vous allez le briser? Parce que c'est vous donner beaucoup de pouvoir. Finalement, Pauline, que ce soit avec des hommes blessés ou avec cet homme-là, vous donnez beaucoup de pouvoir, voire trop. Oui. Celui de pouvoir sauver ou celui de pouvoir briser. Oui. Mais personne ne peut ni sauver quelqu'un ni le briser, à condition qu'il veuille bien lui se sauver ou lui se briser. Oui. Mais vous n'avez pas le pouvoir de briser quelqu'un, Pauline. Vous pouvez faire mal à son cœur. Mais vous ne détenez pas ce pouvoir-là, comme vous ne détenez pas le pouvoir de sauver quelqu'un. Oui. Et peut-être que vous êtes dans cette relation-là avec les hommes. Oui, probablement. Donc, il y a peut-être quelque chose là à creuser, oui. À observer. Je vous remercie beaucoup. J'aime bien parce que vous avez la voix, je ne sais pas, je vous vois là tout d'un coup, quelquefois je vois des visages parce que j'entends des voix. Vous ressemblez à Fanny Ardant, non, Pauline? Oh, vous avez la voix de Fanny Ardant, c'est extraordinaire. Alors, quel compliment. Oui, merci parce beaucoup. Que je l'adore. Et puis là, à un moment donné, vous me disiez oui, je me disais, mais je voyais le visage de Fanny Ardant, alors je vous le dis. Je suis contente. Bonne route à vous, hein, Pauline. Et à bientôt. Au revoir. Il est 1h, vous écoutez Europe 1. Je vous laisse en compagnie d'Europe 1 Music Club, Jean-Philippe Ballas et Émilie Mazoyer. On se retrouve demain soir à 23h après le débat politique sur les primaires. Bon dimanche.